Archéologue ou journaliste, l'émission qui te raconte les histoires de l'histoire, les grandes aventures passées, mais aussi celles qui nous attendent. Dans Archéologue ou journaliste, un épisode sur deux, je vous propose une dinde au four. Étrange pour une végétarienne? Alors la dinde au four, c'est un épisode court pour explorer un concept et son évolution dans l'histoire, pour remettre en question et en perspective ce qui nous semble logique, acquis. On pourrait aussi le questionner sous le prisme d'autres sociétés que notre société capitaliste, mondialisée, dans les pays riches. Mais moi j'ai choisi l'histoire. Alors pourquoi faire ça? Eh bien, c'est l'histoire de la dinde de Noël. Je vous la raconte vite fait. Un Noël, comme tous les ans, une mère de famille met la dinde au four, mais auparavant, elle coupe la tête de la volaille. Sa fille lui demande: Mais maman, pourquoi tu coupes la tête de la dinde? La mère répond: Écoute, ta mamie, ma maman, elle a toujours fait comme ça, alors je fais pareil. La petite fille se tourne vers sa grand-mère et lui demande alors: Mais mamie, pourquoi il faut couper la tête de la dinde avant de la mettre au four? La grand-mère lui répond qu'elle ne sait pas non plus, parce qu'elle aussi, c'est sa maman qui lui a appris à faire comme cela. Alors la petite fille s'approche de son arrière-grand-mère et lui demande pourquoi il faut couper la tête de la dinde avant de la mettre au four. L'arrière-grand-mère la regarde et lui dit: Mon four était toujours trop petit pour faire rentrer la dinde avec la tête, c'est pour ça que je lui coupe la tête. Cette histoire, elle illustre bien l'idée qu'il faut questionner tout ce qui nous semble logique, qu'on a toujours fait comme ça a toujours été comme ça, pour faire de vrais choix et prendre des décisions en pleine conscience et pas seulement par automatisme. C'est tout l'objet de cette émission. Aujourd'hui, je m'attaque à l'anarchie. C'est un concept que j'ai redécouvert récemment, notamment avec les stories Instagram de la militante Irénée. Vous la trouvez sur ce réseau social sous le handle Irénévrose. Je vous laisse le lien en description de l'épisode. N'hésitez pas à aller la suivre, elle est en plein crowdfunding de son livre sur le féminisme et elle est absolument passionnante. Revenons à nos moutons. L'anarchie. L'anarchie, un gros mot qui fait peur, qu'on utilise parfois à tort et à travers, qui est souvent mal vu, mais en fait assez méconnu. Dans ces temps de bouleversement, certains prônent l'anarchie, d'autres la craignent. Mais alors, l'anarchie, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Commençons par le commencement. Anarchie, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dès la définition, on voit que l'anarchie a mauvaise réputation, puisque le Larousse définit l'anarchie ainsi: état de trouble, de désordre dû à l'absence d'autorité politique, à la carence des lois. Cette définition sous-entend que sans loi, sans autorité politique, c'est le désordre, le trouble, c'est-à-dire un état inquiétant, un état de confusion. Pas très positif tout ça. Mais on le sait, avec le temps, la définition de certains mots a été altérée. Et cela pourrait être le cas dans le cas de cette définition, qui pose un jugement, puisqu'elle qualifie de troubler la situation. Mais alors, d'où vient le mot anarchie? Le terme anarchie vient du grec anarchia, qui se décompose en an et archia. Archia, le pouvoir, l'autorité, et an, l'absence de. Littéralement, anarchie, c'est donc l'absence d'autorité. Que le Larousse ajoute un adjectif de trouble ou de désordre pour qualifier cet état est un choix et non un fait, d'où l'importance de l'étymologie. Ainsi, aujourd'hui, le mot anarchie est employé de manière plutôt négative dans le langage courant, mais il correspond en fait au terme d'anomie, qui est simplement la diminution des moyens de contrôle. Ce mot, il est donc à la fois utilisé pour décrire une situation de chaos, mais c'est également un système où les individus sont dégagés de toute autorité. Alors oui, ça peut faire peur lorsqu'on vit dans une société où absolument tout est l'objet d'une loi de contrôle. En fait, l'idée que ce contrôle disparaisse, que ce soit un contrôle sous la forme d'une autorité politique, policière ou le contrôle de la loi, ça peut sembler impossible. Mais nombreux sont les chercheurs qui se sont penchés et ont soutenu l'anarchie.
On en entend peu parler en fait, puisqu'elle est très mal vue. Mais on va explorer aujourd'hui ce que cache le terme anarchie, ce que l'on peut en tirer. Avant de commencer à explorer l'histoire de l'anarchie, il convient de dire que selon certains théoriciens, l'esprit libertaire, c'est-à-dire la négation de l'autorité dans la structure sociale et le refus de la contrainte, existe depuis toujours. Ainsi, ces mêmes spécialistes retrouvent chez des peuples aussi différents que les Pygmées, les Guaranis ou les Mérinas des fonctionnements sans autorité politique, et ça depuis des millénaires. Maintenant, revenons à nos Grecs, chez qui le terme anarchia apparaît. Dans un premier temps, c'est pour désigner une situation dans laquelle une armée se retrouve sans chef. Et Socrate et Platon utilisent ce terme d'anarchia de manière assez négative. Et d'ailleurs, pour Platon, l'anarchie mène à la sauvagerie et aux excès. Alors, on fast forward dans le temps et on voit que le terme anarchie, il apparaît en France au Moyen-Âge, avec les traductions d'Aristote. Mais en fait, ce ne sera qu'au XVIIe siècle que le mot fera vraiment son entrée dans le dictionnaire avec la définition suivante: état déréglé, sans chef et sans aucune forme de gouvernement. La démocratie pure dégénère facilement en anarchie. Quelques années plus tard, on complète la définition et on retrouve la définition suivante. C'est un désordre dans un état qui consiste en ce que personne n'y a assez d'autorité pour commander et faire respecter les lois, et que par conséquent, le peuple se conduit comme il veut, sans subordination et sans police. Ce mot est composé de a, privatif, et de arché, commandement. On peut affirmer que tout gouvernement en général tend au despotisme ou à l'anarchie. On voit donc que les mots ont leur importance, que le concept évolue. Et d'ailleurs, l'emploi du mot anarchie devient plus courant avec la Révolution française. En effet, certains révolutionnaires seront accusés d'inciter le peuple à proscrire toute espèce de gouvernement. C'est un peu ce qui est encore reproché aux anarchistes d'aujourd'hui. Mais en fait, l'anarchie, et surtout le mouvement anarchiste, à savoir l'anarchisme, ne naissent vraiment qu'avec Pierre-Joseph Proudhon, au milieu du XIXe siècle. En fait, avec l'avènement du capitalisme, on voit les premiers mouvements ouvriers naître, et il est le premier à employer le terme anarchie de manière positive, en se déclarant lui-même anarchiste. Pierre-Joseph Proudhon est un véritable précurseur de ce mouvement social, qui est à la base issu d'un concept philosophique. Pour lui, la liberté est anarchie, parce qu'elle n'admet pas le gouvernement de la volonté, mais seulement l'autorité de la loi, c'est-à-dire de la nécessité. Proudhon, il s'est notamment rendu célèbre par sa formule « la propriété, c'est le vol ». En fait, pour lui, il y a distinction entre possession et propriété. Ainsi, pour lui, un propriétaire qui loue un champ à un fermier est un voleur. Le champ devrait appartenir à celui qui le cultive. Révolutionnaire et peu apprécié de ses contemporains, Proudhon est persuadé que les hommes n'ont ni besoin de maître, ni besoin de chef. Alors, il faut toutefois noter que cette vision un peu révolutionnaire d'un monde sans pouvoir ne s'étend pas à une vision plus moderne de la femme. Proudhon était particulièrement conservateur et convaincu de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes, ce qui est assez anti-anarchiste, on le verra plus tard. Il était également un antisémite convaincu, et donc il est loin d'être la figure idéale d'un nouveau monde, mais il est essentiel au mouvement anarchiste. C'est pour ça que je l'évoque aujourd'hui. À la fin du XIXe siècle, on découvre une autre figure de l'anarchisme qui s'appelle Mikhaïl Bakounine, qui est un des fondateurs de l'anarchisme, et qui résume sa position en ces termes: « Je déteste le communisme parce qu'il est la négation de la liberté et que je ne puis concevoir rien d'humain sans liberté. Je ne suis point communiste parce que le communisme concentre et fait absorber toutes les puissances de la société dans l'État, parce qu'il aboutit nécessairement à la centralisation de la propriété entre les mains de l'État, tandis que moi je veux l'abolition de l'État. Je veux l'organisation de la société et de la propriété collective ou sociale de bas en haut par la voie de la libre association et non de haut en bas par le moyen de quelque autorité que ce soit. Voilà dans quel sens je suis collectiviste et pas du tout communiste. » En fait, l'idée centrale de l'anarchisme pour Bakounine, c'est la liberté, l'opposition à l'État et l'athéisme. Alors on passe ensuite à une autre figure de l'anarchisme, Louise Michel. Louise Michel, c'est une des figures également de la Commune de Paris, qui est peut-être un des plus grands mouvements anarchistes qui a jamais existé. Et en fait,
Elle dit que le pouvoir est maudit, et c'est pour cette raison qu'elle est anarchiste. Et une des citations que j'ai lues d'elle qui m'a le plus marquée, c'est la suivante. « Sans l'autorité d'un seul, il y aurait la lumière, il y aurait la vérité, il y aurait la justice. L'autorité d'un seul, c'est un crime. » Et ça me semble être une des bases de l'anarchisme. En fait, avec ces différentes figures, vous l'aurez compris, l'anarchisme répond à l'omniprésence du pouvoir et de l'État, et en fait, ce n'est pas un courant unique, mais c'est un mouvement social, politique, philosophique. On peut voir qu'il y a de nombreux courants différents et qu'il évolue. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque le propos ici, c'est plus d'étudier la notion d'anarchisme en général, mais ça vous montre bien que l'anarchie, c'est loin d'être un concept sorti d'un chapeau et sans aucune réflexion, prenant juste le désordre social. En fait, l'anarchie, c'est un mouvement social sur le terrain. On peut le voir notamment avec le courant de l'anarcho-syndicalisme. Et en fait, ce courant, il met au centre de l'anarchisme le syndicat, et les syndicats qui se sont développés avec la naissance du prolétariat. Et les syndicats sont devenus une stratégie anarchiste. C'est lui qui doit mener la révolution, et l'une de ses armes, c'est la grève. Alors, pour passer quand même brièvement sur ces différents courants, on peut prendre l'idée développée par Gaetano Manfredonia. En 2016, cet historien, il a analysé tous les courants de l'anarchisme, et en gros, il les a répartis en 3 catégories qui nous permettent, alors il ne s'agit pas de classifier les choses, mais en fait de mieux saisir ce qu'est vraiment l'anarchie, son essence. Le premier courant, on s'en fiche des noms, mais je vais vous les donner quand même. Le premier courant, c'est insurrectionnel. L'idée centrale, c'est de détruire le système autoritaire avant de reconstruire. Le second courant, donc, c'est le courant syndicaliste, celui dont je viens vous parler, où le syndicat, c'est le moyen et l'arme, c'est la grève. Et le dernier courant, il est appelé éducationniste, réalisateur. En fait, les anarchistes qui font partie de ce courant, ils préparent le changement radical par l'éducation à des modes de vie en autogestion, en communauté et dans l'égalité, par exemple. Donc en fait, loin d'être simplement un concept, l'anarchie s'applique dans la vie et a été pensée. Et attention, il ne faudrait pas confondre, parce que l'anarchie, c'est l'absence de pouvoir, mais ce n'est pas l'absence de règles. C'est souvent cette distinction qui manque dans la vision négative de l'anarchie. Et donc en fait, ce qu'il y a d'intéressant en voyant tous ces courants, c'est de constater que l'anarchie, elle n'est pas aboutie. Elle évolue de manière permanente, en gardant un cœur de valeurs et d'idées. Et donc, concrètement, qu'est-ce que c'est ? L'anarchie, c'est un courant basé sur la négation du principe d'autorité dans l'organisation sociale. Le but, c'est de développer une société sans domination, sans exploitation, en utilisant des outils comme l'autogestion, l'aide mutuelle ou la démocratie directe. Toutes les formes d'autorité y étant vues, la plupart du temps, comme illégitimes. Les piliers de l'anarchie sont l'opposition à toute forme d'autorité, État, police, gouvernement, la liberté de chacun et l'égalité. Ça, c'est les trois, le trio central de l'anarchisme. Et pour les anarchistes, l'égalité et la liberté vont forcément main dans la main. Et d'ailleurs, c'est une des grandes différences avec le communisme. Dans le communisme, l'égalité, c'est au-dessus de tout. Tout le monde doit être égal. Mais quand on est tous égaux, ça ne veut pas dire qu'on est libre. Alors que pour les anarchistes, c'est la liberté qui doit être placée au-dessus de tout. Et la liberté, pour eux, entraîne nécessairement l'égalité. Avec ces définitions, il est clair que l'anarchisme s'oppose au capitalisme, qui se base sur la propriété privée et l'exploitation des ressources de manière unilatérale. Dans le capitalisme, le rapport d'autorité est fort, on ne peut pas le nier. Et dans notre monde capitaliste, c'est peut-être pour cela que l'anarchisme est si mal vu. Parce qu'en lui donnant mauvaise réputation, on empêche l'idée de faire son chemin que nous pourrions vivre sans ces autorités qui nous contraignent à tous les moments de nos vies. Ça nous enlève l'idée que peut-être le monde pourrait être plus égalitaire tout en nous laissant libres. Qu'il y a peut-être une autre voie à explorer que celle de la propriété individuelle. Voilà. Il ne serait pas transparent de ma part de ne pas parler des critiques de l'anarchisme, qui sont nombreuses. Et la plus grande d'entre elles, c'est le fait que l'anarchisme n'a jamais été mis en application de manière durable. Le plus grand exemple d'anarchisme que j'ai en tête personnellement, c'est la Commune de Paris. On en parle en fait très peu dans nos cours d'histoire. Je ne sais pas si vous avez un souvenir de ça, moi j'en ai très peu. Et en fait, cette Commune de Paris, c'est un des exemples d'anarchisme
puisqu'elle n'a duré que 2 mois, mais était en avance sur son temps en donnant le droit de vote aux femmes, en offrant un système de santé sans gouvernement. Et en fait, cette commune, elle a été arrêtée. On était à l'époque en pleine guerre avec les Allemands, et le gouvernement français a préféré passer un accord avec les Allemands pour qu'ils envahissent Paris, plutôt que de risquer que l'anarchisme prenne vraiment racine à Paris. C'est intéressant. Alors il me semble que l'anarchie est peut-être une voie à explorer, que son évolution constante assure de ne pas se laisser enfermer dans un système qui finirait par aller à l'encontre de ses bases. L'anarchie, dans sa dimension première qui refuse la domination, est écologique. Alors selon l'historien Paul Avrich, les anarchistes ont exercé et continuent d'exercer une grande influence. Leur internationalisme rigoureux et leur antimilitarisme, leurs expériences d'autogestion ouvrière, leur lutte pour la libération de la femme et pour l'émancipation sexuelle, leurs écoles et universités libres, leur aspiration écologique à un équilibre entre la ville et la campagne, entre l'homme et la nature, tout cela est d'une actualité criante. Alors peut-être qu'au lieu de ne voir dans l'anarchisme qu'au mieux une idéologie utopiste et au pire un chaos violent, on pourrait explorer cette voie. Une voie où la liberté prime sur le reste. Une voie respectueuse de notre planète, des libertés de tous. Une voie où le capitalisme, le néolibéralisme et leurs travers n'auraient plus leur place. Une voie qui n'est pas tracée, loin de là, mais qui propose des idées différentes. Comme on le voit souvent en développement personnel, si on veut des résultats différents, il faut faire les choses d'une manière différente. Alors pourquoi pas explorer l'anarchisme, ou du moins étudier les voies qui y sont ouvertes, les discussions qui émergent de cette idée, les solutions, les moyens proposés. Alors pour finir ce podcast, j'ai envie de vous citer Pierre-Joseph Proudhon au sujet d'être gouverné. Il y a de quoi se poser quelques questions. Être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé par des êtres qui n'ont ni le titre, ni la science, ni la vertu. Être gouverné, c'est être à chaque opération, à chaque transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, autorisé, apostillé, admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. C'est sous prétexte d'utilité publique et au nom de l'intérêt général être mis à contribution, exercé, rançonné, exploité, monopolisé, concussionné, pressuré, mystifié, volé, puis à la moindre résistance, au premier mot de plainte réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traqué, houspillé, assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu, trahi, et pour comble, joué, berné, outragé, déshonoré. Voilà le gouvernement, voilà sa justice, voilà sa morale. Voilà, c'est tout pour ce 4e épisode d'Archéologue ou journaliste. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez envie d'en savoir plus sur l'anarchie. Je vous laisse toutes mes sources en description de cet épisode et je vous invite une nouvelle fois à aller suivre Irénée sur Instagram, à éventuellement soutenir son livre féministe, à vous renseigner sur l'anarchie un peu plus pour voir notre monde peut-être d'une manière différente. À bientôt!